Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci aux organisateurs des rencontres. Je voulais aussi souligner que pour moi, c'est un retour. En Creuse, il y a assez longtemps, j'avais commis un bouquin sur l'histoire coopérative de la Creuse. Et ce n'est pas si éloigné que ça du sujet Pasolini, parce qu'on était au contact d'un prolétariat rural et qui a su, par les structures coopératives, ne pas dissocier l'économie de la culture. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les organisations coopératives, évidemment, il y avait un certain nombre d'activités, le ramassage des œufs, toute une économie qui s'était mise en place, mais elle n'était pas dissociée des besoins humains. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Elle répondait aux besoins humains. Et ce qui lui donnait justement du sens, c'est qu'à partir de cette activité économique, le département de la Creuse, à l'époque, a été l'un des premiers à organiser des tournées de cinéma dans les différents villages, mais également des consultations avec un accord avec l'hôpital de Guéret. Donc on voit qu'il y a une possibilité de trouver comme ça un lien entre l'économie et les besoins, et en même temps c'est un élément de résistance. À l'époque, pendant la guerre, les Allemands voulaient interdire la fête des coopératives en Creuse, et les coopérateurs creusois, le jour de la fête, se sont tous réunis, et les Allemands ont dû capituler devant une résistance qui était une résistance populaire. Je pense que cet exemple n'est pas si lointain de ce que Pasolini pouvait penser de ce prolétariat rural qui lui était cher, qu'il a connu à Casarsa, qui était le pays de sa mère, Susanna Coluzzi, institutrice catholique, marié à un homme, Carlo Alberto, vous le savez maintenant, qui était un militaire, un peu grande gueule et violent. Pasolini raconte que justement dans son milieu familial, il a beaucoup le souvenir de cette violence au sein du cercle familial. Et je voulais aborder la question en effet du football qui est souvent méconnu, enfin qui l'est maintenant un peu moins, parce que dans le condensé du très bon spectacle auquel on a assisté, je vois qu'il y a une référence qui n'est pas mineure au football. D'abord, je voudrais dire qu'il a pratiqué le football toute sa vie. C'est une activité qu'il découvre donc à Casarsa, mais aussi qu'il va avoir quand il fait ses études à Bologne, au lycée Galvani, et ensuite à l'université. Alors non seulement il pratique le foot, il deviendra capitaine de l'équipe universitaire de football, mais en même temps il deviendra tifoso du Bologna FC. Le Bologna FC est à l'époque un club majeur du championnat italien, et il dira que la culture tifo, on l'acquiert dans la jeunesse et ça dure toute une vie. À Rome également, qui devient pour lui un moyen de vivre, quand il va expliquer qu'il fait lui aussi les 3-8, il y a 8 heures qui sont consacrées à l'écriture, 8 heures consacrées au cinéma et 8 heures consacrées à la vie. Et il dira que dans cette partie-là, le football occupe une place essentielle. Mais il a aussi la passion de l'échange autour du football. C'est ainsi qu'il se rend très souvent au stade, avec notamment Bassani et Soldati. Bassani qui a été un peu l'entremetteur, en quelque sorte, l'introducteur, disons, qui a permis à Pasolini de prendre contact avec Soldati, réalisant le premier scénario, Femme du fleuve, et les deux, Bassani comme Soldati, étaient deux passionnés de ballon. Le premier avait même fait du football dans sa jeunesse au club de Spal à Ferrare, et Soldati était un supporter de la Juventus de Turin. Et d'ailleurs, je vous recommande la lecture de son livre Les deux villes, où il explique bien, notamment à partir du football, l'espèce de culture qui s'est forgée autour de deux clubs très différents. L'un a été créé notamment par la Fiat, c'est la Juventus de Turin, et l'autre est un club beaucoup plus populaire, le Torino. Mais Pasolini, ce n'est pas simplement un pratiquant, un spectateur ou un observateur, c'est aussi un analyste du football. Et notamment, il va souvent s'offusquer de la position des intellectuels italiens qui ont tendance à déconsidérer le football, voyant dans le football une sorte d'opium du peuple, alors que lui, au contraire, considère que c'est un phénomène de civilisation auquel il faut vraiment s'intéresser
Et en même temps, il constate au moment des 30 Glorieuses que les tribunes des stades deviennent aussi des relais de la contestation sociale. Et puis, il fait partie de l'équipe des gens du spectacle. Il ira en Italie notamment faire des matchs caritatifs. Et d'ailleurs, au lendemain de son assassinat, il devait s'envoler pour Palerme, au stade de la Favorita, pour jouer un match caritatif. Alors, et on l'a vu dans le condensé du spectacle qui nous était proposé, il aborde aussi la question du football en sémiologue, puisqu'il va considérer que c'est un langage non verbal, un système de signes, et que les actions constituent la grammaire d'un match. Et il arrivera à faire cette distinction, j'y viendrai tout à l'heure, un peu plus tard, entre un football de prose et un football de poésie. Mais ce qui est éclairant sur sa vision du football, c'est ce qu'il dit dans une interview à l'Européo en 1970, quand il explique, et ce n'est pas absolument intuitif, le football est la dernière représentation sacrée de notre temps et le seul grand rite qui existe encore de nos jours. Alors il faut préciser, pour pas qu'il y ait de confusion, c'est que, mais je crois que vous le savez, Pasolini est un mystique sans transcendance. Quand il parle du sacré, ça ne renvoie pas à un monde extérieur ou l'au-delà, mais c'est plutôt une sanctification de celui-ci. Et toujours la question de la quête du sacré chez Pasolini, quel que soit le mode d'expression, c'est toujours une façon de percevoir, d'appréhender le réel. On voit par là, par cette phrase, à mon sens, que sa vision du football n'est pas décorrélée du questionnement sur la représentation du réel. Parce qu'au fond, à travers ces différentes formes d'expression, que ce soit la peinture, la poésie, le cinéma, il se pose en tant que créateur la question de qu'est-ce que moi, être sensible, être de création, je peux représenter du réel. Et d'une certaine manière, le football rentre dans cette question d'une analyse de la réalité à partir de l'activité sportive. Au-delà de cette activité, de cette passion sportive, son attrait pour ce jeu collectif relève d'une communion à un espace sacré. L'espace sacré, en quelque sorte, c'est le stade, comme pouvait l'être le stade d'Olympie. Petite parenthèse, quand il y aura les Jeux Olympiques à Rome en 1960, il opposera le stade de Rome et la propagande et le formatage télévisuel avec ce stade, justement, cette enceinte sportive est sacrée. Et cet espace sacré va puiser, une source qui est à la fois une violence maîtrisée et un ritualisme festif et joyeux. Et je pense que s'il a cette espèce d'attrait pour le jeu, et si pour lui ce sens au fond populaire à travers le football du sacré compte autant, c'est parce qu'il voit dans le prolétariat rural et le prolétariat urbain qui va le découvrir à Rome le dernier bastion d'une authenticité archaïque. Alors il sait bien que la culture nationale populaire qu'avait théorisé Gramsci, c'est délité. C'est déjà quelque chose qui est en germe dans les poésies en forme de rose, où on voit bien déjà qu'il a cette idée de l'uniformisation, de quelque chose qui va vers ce qu'il appelle l'homologation. Mais pourtant, cette idée cette nostalgie du sacré, cette idéalisation, au fond, presque ce fantasme, il le conserve comme un acte de résistance. D'ailleurs, ce sera un élément de dispute avec Alberto Moravia, Moravia lui reprochant de fantasmer un peuple qui n'existe pas. Mais Pasolini passe outre parce qu'il se considère en situation, il tient la ligne en quelque sorte, cette ligne de résistance, et il dira d'ailleurs que le sacré, c'est ce qui résiste moins à la profanation de l'idéologie dominante. Alors pour reprendre les choses telles qu'elles doivent l'être, et dans un ordre chronologique, c'est-à-dire la découverte au fond du football à Casarsa, l'été souvent, et à partir de 1942, puisqu'il va s'installer avec sa mère, son père est prisonnier au Kenya pendant la guerre, il va s'installer avec sa mère à Casarsa jusqu'en 1950. Donc il a l'occasion de pratiquer le football, et d'ailleurs les amis du football sont ceux auxquels il dédiera ses premiers poèmes. Ce sont des fils de paysans, des fils de commerçants. Et le petit garçon qui se rêvait capitaine au long cours
et on l'a dit dans le spectacle Poète de 7 ans, devient un adolescent pour lequel la question du football est importante parce qu'elle renvoie directement au langage du corps. Et on sait l'importance du corps chez Pasolini. Ce qui m'a frappé dans sa construction politique, c'est qu'il parle très peu de classe ouvrière. On a l'impression que le peuple pasolinien sont d'abord des visages et des corps, mais des corps en quelque sorte sacralisés, un corps esprit, c'est-à-dire un corps métamorphosé, un corps agrandi. Antonin Artaud parlait de l'âme comme illimitée du corps. Je crois que c'est un peu ça l'idée de Pasolini. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait significatif, toujours dans cette construction de l'homme politique qu'il sera, lorsqu'il prend fait et cause pour les journaliers de Casarsa, dans le Frioul, il dira qu'ils se rangent assez naturellement quand ils sont en lutte avec les patrons des exploitations agricoles, avec leurs petits foulards rouges. Il dira « je me suis rangé physiquement et poétiquement du côté des journaliers ». Il y a donc toujours cette dimension physique, corporelle et poétique. Alors, Pasolini, et je pense que ça c'est vraiment un élément qui est important dans sa construction, va par la suite, quand il est, quand il va mûrir politiquement, il gardera toujours ces notions. Qu'il y a derrière le pauvre, il y a une notion archaïque, c'est-à-dire qu'il y a toujours un monde qui l'a précédé, 2000 ans d'histoire, et c'est pour ça que la question du christianisme, la question de la religion, est une question qui sera toujours en filigrane. En tous les cas, même si lui est athée et se revendique athée, mais il y a quelque chose là qui est, à mon sens, très important. Dans cette sorte d'inventaire, il y a évidemment Bologne. Alors, je l'ai dit, à Bologne, c'est aussi la découverte du plaisir d'aller au stade avec les amis, de pratiquer le ballon, puisque de toute façon, il continue à jouer au ballon. C'est une activité qui ne le quitte pas, au fond. Et peut-être qu'il faut dire à cet instant que dans son parcours, l'élément important, enfin en tous les cas ce qui va devenir un élément décisif, c'est le rapport qu'il va entretenir avec les Coupes du Monde de football. Vous savez qu'il est né, on l'a rappelé tout à l'heure, en 1922, qu'il va donc grandir sous les 20 années noires du fascisme, et il a 12 ans quand a lieu la première Coupe du Monde en Italie, en 1934. L'Italie remporte la finale de la Coupe du Monde, et le match se termine dans une espèce de mise en scène grotesque avec l'hymne fasciste, la Giovinezza, la remise de la Coupe du Duce, ce qui fait que l'élément sportif de la remise de la Coupe du Monde devient complètement annexe par rapport à l'événement politique. Pasolini y est assez insensible parce qu'il a la Coupe du Monde, ça fabrique aussi un imaginaire, surtout quand on a 12 ans. C'est une odyssée, et une odyssée fabrique des héros, et d'une certaine manière, il a son héros, qui est Angelo Schiavo, qui est un joueur qui est né à Bologne, et qui a une importance, en l'occurrence, décisive à ce moment-là, c'est que c'est l'auteur du but décisif contre la Tchécoslovaquie. 4 ans plus tard, j'allais dire, tout change et rien ne change. Rien ne change parce que 4 ans plus tard, la Coupe du Monde a lieu en France, en 1938, et c'est encore l'Italie qui devient championne du monde. Mais tout change parce que cette fois-ci, la Coupe du Monde se déroule en France. Et l'Union populaire italienne, qui est un rassemblement d'ouvriers italiens en bisbille avec le régime fasciste, va utiliser les tribunes comme des lieux de l'antifascisme, et notamment à Marseille, où ont lieu le 8e de finale contre la Norvège et la demi-finale contre le Brésil.
C'est-à-dire qu'il y a une volonté populaire de s'approprier le football comme élément de résistance. Et les réfugiés italiens vont se rapprocher de la FSGT, qui était l'organisation de gauche à l'époque, l'organisation de sport de gauche en France. Contre, d'une certaine manière, la vision des intellectuels déjà considérant que le football était une activité qui abaissait l'esprit, qui était une sorte d'aliénation, mais il y a un courant populaire qui résiste à cette idée que le sport est une aliénation, pensant au contraire que le sport peut être aussi un élément d'émancipation. Alors évidemment, les joueurs sont reçus en grande pompe, vous l'imaginez, par Mussolini, et il y a une espèce de corrélation de deux éléments qui sont très troubants, très dérangeants d'ailleurs. Non seulement le régime a utilisé la romanité, c'est-à-dire l'héritage antique, pour construire une identité fasciste, de telle sorte qu'il s'agissait d'adosser l'homme nouveau fasciste à l'homme antique, en créant une espèce de continuum entre les empereurs romains et Mussolini. C'est dans ce sens qu'il y a aussi une destruction d'un quartier populaire à côté du Colisée pour construire la voie des forums impériaux qui va relier le Colisée au palais de Mussolini. Et en plus, il y a une récupération de l'événement sportif, alors que le régime fasciste, à l'origine, avait très peu de goût pour le football, tout à son désir d'unité, d'uniformiser, considérait au contraire que d'abord le football était une importation étrangère, puisque le football, comme vous le savez, est né en Angleterre, mais qu'en même temps, il y a une particularité de l'Italie. Contrairement à beaucoup d'autres nations européennes, où le football est né dans les centres-villes, dans les villes urbaines, dans les villes industrielles, en Italie, notamment dans l'Italie du Nord, le football était très développé dans les petits cantons ruraux. On jouait beaucoup au football dans les campagnes, ce qu'on a appelé le phénomène du campanilisme, et évidemment, ça irritait beaucoup le régime moussolinien, qui a non seulement pris la tête des fédérations et du comité olympique, et en même temps qui a veillé à ce qu'aucun joueur étranger ne vienne dans le championnat italien. Donc il y a à la fois une manipulation historique de la Romanità et en même temps une déviation, une propagande autour du football, mais on sait à quel point ce régime cherchait à étouffer, là encore, le réel, et rejetait dans les marges ce qui le dérangeait. Ce qui est important pour Pasolini, c'est qu'en revanche, pour lui, tout a changé. C'est-à-dire que le petit bonhomme de 12 ans qui rêvait de ses héros et d'odyssées sportives, là, il a changé parce qu'il a intégré le lycée Galvani à Bologne l'année d'avant et il a découvert Rimbaud et les symbolistes français. Et je pense que pour lui, c'est certainement un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il découvre avec Rimbaud qu'il existe une langue propre à la poésie, et d'ailleurs il le dira lui-même, le fascisme n'allait plus de soi du jour où il a découvert Rimbaud. Ce qui est intéressant dans ce moment, c'est que, au fond, son antifascisme, avant d'être politique, est culturel. Et il a une dimension directe avec, vous le savez sans doute, le moment où il va beaucoup s'intéresser au Friulan, considérant que le Friulan était beaucoup plus proche de la réalité, avait une dimension poétique, jusqu'à créer l'Académie de langue friulane. Il y a après un moment qui est évidemment pour beaucoup de ces jeunes opprimés fascistes une révolution, c'est l'entrée à la faculté, et notamment les cours de Roberto Longhi, qui était un historien d'art et qui était titulaire de la chaire d'art médiéval et contemporain à Bologne depuis 1934. Pasolini, à son propos, parle de véritable révélation. Je pense que non seulement ce sont les cours, mais c'est aussi ce qu'il va engranger pour plus tard, d'une certaine manière, dans la vision qu'il a de l'art pictural italien, où la présence du sacré
est manifeste. Ôter les représentations du dieu Pan, des satyres, des nymphes dans la peinture italienne du XIVe au XVIIIe siècle, c'est un gouffre, c'est un néant. Et je pense qu'il va être sensible aussi au cours, évidemment, de Roberto Longhi, notamment de Giotto, Masaccio et évidemment le Caravage. Qu'est-ce qu'apporte le Caravage dans la peinture? C'est il montre des personnages que l'académisme rejetait dans les marges, et il y a aussi un élément de cette apparition sacrale, notamment dans la vocation de Saint Matthieu, où on assiste à une scène de la vocation, mais dans un décor contemporain, pour l'époque évidemment de Caravage, puisqu'elle se passe dans le bureau du receveur des impôts. Il y a donc un lien sûrement qui s'établit pour Pasolini entre la poésie, qui l'a éveillé d'une certaine manière à une forme de résistance culturelle, et maintenant la peinture. Et on verra que poésie et peinture vont être des éléments clés dans la manière dont il appréhende l'image cinématographique. Indépendamment de ça, il continue donc le sport, comme je vous l'ai dit, à Bologne. Il a des conversations avec Francesco Arcangeli, qui est l'assistant de Roberto Longhi, qui a beaucoup d'intérêt pour Angelo Schiavo, mais aussi pour le cyclisme. Et d'ailleurs, le cyclisme est très présent aussi dans la vie de Pasolini. Il lui arrivait de relier Bologne à Casarsa, ce qui doit représenter à peu près 250 km, parce que Pasolini est non seulement passionné par le sport, mais c'est aussi un sportif accompli, même s'il avoue qu'il est nul au basketball. Et puis le vélo, dit-il, c'est en prenant sa bicyclette en 1945 pour aller dans la ville d'à côté, pour aller voir le film de Rossellini, Rome, ville ouverte. Et une année très difficile pour Pasolini, puisque c'est aussi l'année où son frère Guido est assassiné. Et c'est une année qui devient particulièrement... Enfin, les années qui vont suivre vont être particulièrement difficiles, puisque, comme vous le savez, il va être exclu, pratiquement exclu du Frioul, puisqu'il cesse d'enseigner. Il est exclu du Parti communiste italien pour une question de jeux érotiques avec des adolescents ou des gens de son entourage qui n'ont eux-mêmes pas porté plainte. C'est une question qui devenait presque une question politique où finalement on a considéré pour lui qu'il était mieux qu'il s'exfiltre. Alors il arrive à Rome en janvier 1950 dans un état de grande précarité, pauvre comme un chat du Colisée, dira-t-il. Et là, c'est un nouveau choc parce qu'après le prolétariat rural qu'il a côtoyé, cette terre de refuge en quelque sorte pour lui, qui était trimballée de garnison en garnison du fait des affectations différentes de son père, refuge qui est devenu une sorte d'Arcadie poétique, l'endroit aussi où il a peint, parce qu'il faisait beaucoup de petits formats, de paysages, de portraits qu'il appelait des tabernacles, où il parlait déjà de cette notion de sacré. Le second choc, c'est la découverte à Rome d'un peuple abandonné qui n'intéressait ni l'Église catholique ni le Parti communiste italien, ceux qu'on a qualifiés tout à l'heure de ce sous-prolétariat. Il le découvre parce qu'en fait, il est à la recherche d'un emploi. De 51 à 54, il vit au nord-est de Rome, à Ponte Mamolo, et il va finalement trouver, puisqu'il est exclu des collèges publics, il trouve à s'employer comme professeur dans un collège privé, mais c'est à Ciampino, c'est à 1h30 tous les jours, il fait 1h30 de trajet pour aller à ce collège. Et c'est un collège qui est... les élèves sont des fils de paysans, des gens de basse condition, des émigrés méridionaux en quelque sorte. Et beaucoup des parents travaillent à l'aéroport qui est juste à côté, sont ouvriers, motoristes, donc une population de gens finalement assez pauvres. Et la novation dans la manière dont Pasolini conçoit son enseignement, c'est qu'il va jouer au football avec eux. Et comme il a un bon niveau, il va leur expliquer des tactiques, la manière de manier le ballon. Et c'est un élément qui sera même déployé plus avant, puisque dans une lettre à Silvana Maori, qui était
son amie et sa confidente, la sœur de Fabio Mauri, dont on a parlé tout à l'heure. Il explique que le dimanche, ses loisirs, en gros, se résument à 2 activités. Quand il ne va pas danser avec Mariella Bozzano, qui est une employée à la Bibliothèque nationale de Rome, il va traîner dans les borgate pour aller voir jouer des adolescents, probablement aussi participer au match, et il parle aussi des saouleries d'après-match. Je crois que c'est un fait, à mon sens, c'est un fait absolument décisif. Le fait qu'il soit un manieur de ballon, il avait une expérience du football, puisqu'il pratiquait ça depuis de nombreuses années. Mais d'arriver auprès du sous-prolétariat urbain, en quelque sorte, dans les borgate, dans ces périphéries romaines où personne ne mettait les pieds, le fait d'avoir cette connaissance du ballon fait qu'il a été très vite accepté, et ça lui a permis, à mon sens, d'approcher un monde qui était certainement hirsute, certainement peu enclin à être abordé par des gens qui venaient de l'extérieur. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il va faire des rencontres décisives pour la suite, notamment les frères Citti, Sergio et Franco. Sergio est un ouvrier du bâtiment qui va devenir son assistant, et Franco sera acteur dans plusieurs de ses films. Mais je crois que ce qu'il découvre, peut-être la rencontre la plus fondamentale, c'est cette langue parlée du prolétariat de ces périphéries qu'on appelle le romanesco. Quand on sait l'importance que Pasolini donne à la langue, il a là un élément, une espèce d'outil qu'il va évidemment utiliser, notamment dans ses 2 romans, Ragazzi di Vita et Une vie violente, puisque c'est des romans qui sont nourris par l'imaginaire de cette langue, le romanesco, et en même temps par les borgate qui sont pour Pasolini des lieux de poésie et des lieux d'utopie. L'innovation, très certainement, c'est d'abord le fait d'avoir fait rentrer dans la littérature des parias et des désaffiliés. Mais en même temps, il y a une innovation stylistique, c'est-à-dire qu'il fait voisiner dans ses romans à la fois un style assez raffiné, un peu baudelairien par certains côtés, et en même temps ce langage des périphéries, un langage parlé, un langage très cru, très brut, pour le compte un peu célinien. Et c'est la contamination des 2 qui crée un style qui sera de toute façon non seulement critiqué par la critique de droite comme de gauche, on l'a dit tout à l'heure. Pour le Parti communiste, on ne met pas en valeur comme il faut le prolétariat. Et évidemment, c'est le début d'une série de procès, puisque pour Ragazzi, il subira un procès pour obscénité. Cette découverte de l'imaginaire des borgate comme lieu, je l'ai dit, de poésie et d'utopie, vont donner lieu à deux extensions du point de vue de sa création. D'abord, les cendres de Gramsci, où on voit que Pasolini est devenu le poète des périphéries romaines, et en même temps, il va collaborer à la demande de Fellini, il va collaborer sur Les Nuits de Cabiria, parce que précisément, il a cette connaissance, lui, des périphéries romaines, et d'un langage, le romanesco. Quand il passe au cinéma, cet imaginaire est toujours nourri des borgate, comme vous le savez. C'est qu'au fond, il utilise un nouveau moyen d'expression, mais pour dire en gros la même chose. C'est le cas d'Acatone. Et il met en garde, je crois que c'est dans la bande-annonce, en expliquant que son goût du cinéma n'est pas venu du cinéma, mais d'une expérience poétique. L'expérience poétique, c'est celle qu'il trouve justement dans ces périphéries romaines, et probablement aussi à l'occasion de matchs du football. Et quand je disais qu'il y avait un lien qui s'établissait entre la poésie et la peinture au temps de son enfance et de ses années universitaires, on va le retrouver aussi dans le cinéma, puisque dans L'Expérience hérétique, qui est un recueil de textes notamment sur le cinéma,
Pasolini explique bien que l'image cinématographique, elle vient de la poésie et du cinéma, et d'une relation justement au sacré, à cette espèce de représentation du sacré dans le cinéma, comme il avait pu la découvrir dans la peinture italienne. C'est un peu, je crois, ce qu'il veut faire. Juste un pas de côté pour amener cette dimension, ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le distinguo du football de poésie et du football de prose, qui a quand même une petite histoire. Ce qui est stupéfiant, et c'est ce qui me fait dire que dans sa vision esthétique, il n'y a pas de décorrélation entre ce qui serait noble en quelque sorte, les activités que sont la poésie, la peinture et le cinéma, et le football. Quelques années avant, c'est au festival de Pesaro, le festival du nouveau cinéma, Pasolini fait une conférence où il va interroger une relation qui ne va pas d'elle-même. Il interroge la liaison entre la poésie et le cinéma. Et c'est à l'occasion de cette conférence qu'il va faire un distinguo entre le cinéma de prose et le cinéma de poésie. Et 5 ans plus tard, dans le cadre de la promotion de Médée, il part avec La Calas faire une tournée en Argentine et au Brésil. Alors évidemment, Pasolini, je crois que quelque part dans certaines interviews, La Calas dira que parfois Pasolini disparaissait, c'est ce qu'il fait. Il va visiter les favelas, il a un guide qui s'appelle Joachim, il va voir des parties de foot. On a en partie une transcription de sa vie au Brésil, ou en tous les cas de ce qu'il a perçu du Brésil dans Transhumanisé et Organisé. Mais le point important sur cette question du football, c'est qu'il va faire un pas de côté. On est donc en 1970. Il va assister à la finale de la Coupe du Monde qui oppose le Brésil à l'Italie. Le Brésil l'emporte 4-1. C'est l'époque du Brésil peut-être ça vous dira rien. Moi, ça me dit beaucoup de choses parce que je suis en quelque sorte né au football à cette époque. C'est l'équipe de Pelé, Tostao, Jairzinho et Gerson. J'arrête là pour ne pas vous dégoûter complètement. Et c'est là qu'il va expliquer au fond que ce match, il a vu d'un côté les poètes brésiliens l'emporter sur les prosateurs italiens. Alors, il analyse cette question en sémiologue, c'est-à-dire que pour lui, le football est un système de signes, c'est un langage non verbal. Qu'est-ce qu'il veut dire par football de prose ? Football de prose, c'est le football discipliné, organisé, tactique, où marquer un but, c'est d'abord une organisation qui est ébauchée, construite. Alors que le football de poésie, pratiqué donc par les Brésiliens, c'est l'improvisation, c'est la feinte, le dribble, et Dieu sait si les Brésiliens de cette époque-là savaient y faire, c'est au fond tout ce qui vient perturber le code, tout ce qui vient mettre le code, transgresser le code, en quelque sorte. Et c'est intéressant cette relation et cette sensibilité de Pasolini et le fait qu'il ait assimilé le football brésilien à de la poésie. Parce que ça remonte aux racines du football brésilien. Dans les années 30, mais au Brésil, c'est vrai, le sport n'était pas un objet académique illégitime, beaucoup d'intellectuels s'intéressaient au football, et notamment un sociologue qui s'appelle Gilberto Frère, un sociologue brésilien, qui, en s'adossant sur l'esthétique de Nietzsche, à partir de la naissance de la tragédie, va faire les figures que sont Apollon et Dionysos. Il va démontrer à sa façon, d'une manière très, pour le compte, académique, qu'il existe une dimension esthétique du football. Il appellera, d'ailleurs, il fera une espèce de liaison entre le football et l'art, et en expliquant que le style brésilien s'assimile à une danse dionysiaque. Donc il y avait bien déjà dans la culture brésilienne cette espèce de liaison avec une esthétique. Et d'ailleurs, ce qui n'est plus du tout le cas, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui pour un tas de raisons, mais on ne va pas développer maintenant. Dans les années, jusqu'aux années 70, soyons généreux, disons 80,
le football était... C'est-à-dire que chaque club de football au Brésil était lié à une école de samba. Et tous les pauvres des favelas, par exemple à Rio, descendaient des favelas, joyeux, en faisant de la musique, pour aller au Maracana. C'est-à-dire qu'il y avait un lien à la fois festif et en même temps, très social, qu'arrivait à fédérer le football autour de figures tout à fait différentes, que ce soit des pauvres ou des gens plus aisés. On appelait aussi, et je crois que c'est ce qui relie aussi Pasolini au ballon, on disait des joueurs brésiliens qui ont gagné tardivement leur première Coupe du Monde en 1958 pour une raison simple, c'est qu'ils privilégiaient toujours le jeu et l'esthétique au résultat. Ce qui fait que pendant très longtemps, même la Coupe du Monde qui est organisée chez eux en 1950, ils sont battus par l'Uruguay. La première Coupe du Monde, c'est 58, donc c'est assez tardif. L'organisation de la première Coupe du Monde, c'est en Uruguay en 1930, toujours dans ce souci de l'esthétique. Et quand vous écoutez des Brésiliens de l'époque parler du football, le résultat leur importait peu. Il fallait d'abord faire du beau jeu. Il fallait d'abord que ce soit agréable au regard des gens, qu'il y ait une esthétique du jeu. Et on les appelait aussi, non seulement des poètes, qui pratiquaient une danse dionysiaque, selon Gilberto Frère, mais également des grands enfants géniaux. Et je crois que ce qui relie Pasolini au football aussi, c'est l'esprit d'enfance. C'est pas pour rien qu'il a, je crois que c'est dans son journal en 1950, il a écrit « Adulte, jamais, jamais ». C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien qui le relie à l'enfance, qui a été la période héroïque de sa vie, dira-t-il. Et je voulais vous lire aussi un tout petit texte de Ninetto Davoli, qui justement, lui aussi, fait cette assimilation avec l'enfance. Donc voilà ce que dit Ninetto Davoli. Nous l'appelions Stoukas à cause de sa façon typique de s'élancer sur l'aile et de sa courbe brûlante. Dans les matchs que nous jouions, il était presque toujours celui qui était le plus en forme. Il avait un physique parfait, vigoureux, jamais un kilo de trop. Quand il jouait au ballon, il était comme un gamin, comme l'un d'entre nous. Donc il y a cette dimension de l'enfance, il y a cette dimension aussi du divertissement, de l'échange avec les autres. On joue au ballon je crois qu'il y a des photos qui existent sur le tournage notamment de Hackathon, où on voit Pasolini et Bertolucci. On joue au ballon sur le tournage, et vous avez sans doute entendu parler du match fameux du 16 mars 1975, quelques mois avant la mort de l'assassinat, le massacre de Pasolini. 16 mars 1975, le 16 mars, c'est l'anniversaire de Bernardo Bertolucci, qui tourne Novecento à Parme. Et Pasolini, lui, tourne Salo à Mantoue. Les deux hommes sont un peu en froid sur des questions d'esthétique cinématographique, et c'est Laura Betti qui va s'entremettre pour faire en sorte que pour l'anniversaire de Bernardo Bertolucci, un match soit organisé donc le 16 mars 1975. Alors je ne sais pas si c'est bien ou mal lui en a pris, c'est que l'équipe de tournage de Bertolucci a gagné 5-2, et les photos qu'on peut voir notamment à Bologne, au centre d'études Pasolini, sur ce match, on voit un Pasolini complètement fermé, mais je crois, il s'est dit, alors je n'ai pas pu vérifier exactement l'information, c'est que l'équipe de tournage de Bertolucci aurait renforcé l'équipe avec des joueurs de l'équipe de Parme. Bon. Donc c'est une dimension... vous voyez que le football, c'est à plusieurs dimensions dans l'esprit de Pasolini. Pour moi, c'est pas décorrélé de sa représentation du réel. Et je pense que, je terminerai par cette citation, je pense qu'il n'aurait pas contredit ce qu'a dit Bill Shankly. Bill Shankly, c'est l'entraîneur mythique de cette grande équipe ouvrière qu'a été Liverpool dans les années 60, un club absolument légendaire. Et Bill Shankly disait
Le football, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que cela. Merci.